Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Dans ce nouvel épisode de Radio Berthoud, messieurs Pretoria, Rangoon, Sinaloa et moi-même discuterons de la question du pistolet d'ordonnance. C'est un sujet d'actualité puisque l'armée suisse est en train, ces temps, de rechercher l'arme qui va remplacer le P75, c'est-à-dire le Sig Sauer P220 en 9 mm Parabellum, qui a fait son temps et dont les stocks, tant d'armes complètes que de pièces détachées, s'épuisent. Le choix par défaut semble être celui d'un Glock, lequel équipe déjà une bonne partie des policiers suisses, y compris ceux de la police militaire. Or, le Glock est une excellente réponse à une question très mal posée. Ce choix de la part d'une armée est hautement émotionnel parce qu'il a un poids en termes d'image très important pour le fabricant et, par conséquent, sur les choix des tireurs civils, des administrations ou des armées étrangères. Monsieur Rangoon, quelle est votre opinion sur le sujet ? La première chose qu'on peut en dire, c'est que le département marketing, je pense, d'un fabricant d'armes, sa meilleure stratégie pour faire la promotion de son produit, c'est de le faire concourir dans le contexte de l'acquisition par une armée d'un nouveau pistolet. On le voit, ça s'est vu dans les dernières années avec les programmes américains. Tant le pistolet qui est vainqueur du programme se fait une publicité monumentale, une publicité à l'échelle mondiale. Mais on le voit également avec finalement des fabricants qui disent bon, effectivement, notre produit n'a pas été vainqueur du programme, mais le fait qu'il y participe est en soi une promotion marketing monumentale. Donc derrière ça, il y a quand même la compréhension de la part du fabricant qui a une dimension de mimétisme, à savoir que pour ne parler par exemple que du marché américain, puisque en tant que marché domestique pour les citoyens, c'est un marché immense. Donc une manne financière à obtenir qui est convoitée, je pense, de absolument tous les fabricants occidentaux du moins. Cette idée que par mimétisme, les gens, peut-être à défaut de savoir ce qu'il leur faut vraiment, peuvent trouver du confort dans l'idée d'acheter l'arme de service des forces armées de leur pays. Donc cette notion de mimétisme, elle existe en fait sur deux plans. Elle existe au niveau du citoyen individuel qui regarde qu'est-ce qui est dans le holster des personnes qui portent du multicam ou le camouflage du pays en question. Et puis, dans un deuxième plan, elle existe aussi entre personnes de différentes armées. Par exemple, au travers des cours de coopération militaire, les gens regardent qu'est-ce que portent d'autres soldats. Donc il y a aussi une compétition à l'image, clairement. Vous avez cité le Glock. Glock est un exemple très intéressant parce que c'est un pistolet qui date maintenant, je pense, des années. Monsieur Prétoriat me corrigera, mais ça doit être début des années 80, quelque chose comme ça. Et pourtant, ça n'a jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui. Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Donc il y a ce facteur-là où finalement il y a des codes de couleurs, il y a des codes esthétiques comme les traits de préhension à l'avant. Tout ça en fait sont des facteurs visuels qui caractérisent un produit et qui font que par mimétisme les gens se ruent pour l'acheter. Voilà ce que Monsieur Rangoon, effectivement, le Glock fait partie de ces armes qui sont à la mode. D'ailleurs, lors des essais chez les Américains, il y a eu 3 armes qui étaient en compétition. Beretta avec le M9, une version revalorisée. Ce qui donnera plus tard sur le marché civil le Glock 19X.
et également le M17 de chez Sig Sauer. C'est utilisé comme argument effectivement, mais il y a très très souvent une petite confusion entre une norme qui et la qualité intrinsèque du produit. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Moi, je pense qu'une norme, c'est un cahier des charges, par exemple, qui vous permet de rentrer dans un concours, qui fait que votre, produit est sélectionné, respectivement il est éliminé. Mais en aucun cas, ça ne répond d'abord à forcément un critère de qualité dans l'absolu, ni ne répond aux critères que peuvent mettre en avant dans leur propre cahier des charges des citoyens. Donc derrière cette apparence de norme, où il y a un côté extrêmement rassurant, on se dit: «Bon, bah, finalement», en fait, c'est l'adage en anglais qui dit: «If it's good enough for the army, it's good enough for me». Ou, pour les gens qui sont fans de Six Sauer, c'est: «If it's good enough for the Navy Seals, then it's good enough for me». Mais en réalité, ce qu'on voit dans derrière ça, c'est que tout ce petit monde s'entraîne, dans une chambre à écho. Finalement, c'est un monde dans lequel les idées alternatives ou la réflexion, les différentes pistes de pensée, elles sont marginalisées. Oui, effectivement. D'ailleurs, on voit ce mimétisme euh, tant au sein des cercles professionnels que au sein des cercles de tireurs civils, ou même au niveau du public. D'ailleurs, pour faire une petite référence à un animé japonais qui est absolument intéressant, qui est Ghost in the Shell, ils décrivent ce qu'on appelle un standalone complexe, qui veut que dans un monde connecté, la recherche de l'individualité conduit à un comportement stéréotypé. Et je trouve cette façon de décrire le standalone complexe particulièrement pertinent dans ce contexte-ci, où tout le monde finalement s'observe et adopte en fait un comportement stéréotypé en voulant à tout prix se démarquer. C'est d'ailleurs intéressant de faire un parallèle aussi avec le reste des équipements, hein. Ça vaut également pour les holsters, pour tout ce qui va autour du pistolet. Oui, absolument. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est prendre différentes sources et ensuite, au fur et à mesure, tester et voir si ça satisfait ses propres besoins. Sauf que comme il y a énormément de produits sur le marché et que le budget est limité, bah, très très souvent, les gens cherchent l'approbation en fait des personnes qui sont autour d'eux, bien que ça ne remplisse pas leur propre cahier des charges ou ça ne satisfasse pas leurs propres besoins. Ce qui est intéressant dans ce qui est souvent décrit comme le pinacle de technologie ou le pinacle de la puissance de feu utilisé par donc des fantassins, c'est la notion de cahier des charges qui est souvent mal comprise. Si on prend deux exemples différents, le pistolet a une tâche particulière chez les forces spéciales. Les forces spéciales vont utiliser un pistolet pour chercher les emmerdes. Le fantassin, lui, va utiliser le pistolet pour se sortir des emmerdes. De la même façon qu'un policier militaire ne va pas avoir la même utilisation de son arme de poing, parce que pour lui, l'arme de poing, c'est son arme principale. À chaque fois, on essaie de donner une réponse globale. Tout à l'heure, on parlait plus ou moins du mieux-disant, c'est-à-dire la recherche du meilleur rapport qui a été pris. Ce qui veut souvent dire que l'arme qui est sélectionnée par les administrations, c'est souvent l'arme la moins chère, ou celle qui rapporte le plus à l'État par le biais des contreparties économiques et financières. Pas forcément la meilleure arme tout court. Il y a la même chose avec la notion de surenchère. En voulant donner aux fantassins ce qui est typiquement le cahier des charges d'une arme de cavalerie, concrètement, pour un fantassin, ça n'a pas de sens parce que son arme de protection, son arme principale, c'est le fusil d'assaut. Radio Berthaud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites.
Alors même si évidemment le fusil d'assaut sur un champ de bataille moderne a largement perdu de son intérêt, au profit de l'artillerie légère ou de l'artillerie lourde, plus du soutien aérien, le pistolet, c'est grosso modo le couteau d'il y a 50 ans. La baïonnette en tout cas. Monsieur Abidjan, donc on peut dissocier l'arme d'ordonnance dans son évolution historique et dans son évolution technique. Dans la doctrine d'emploi, le concept, à quoi sert cette arme d'ordonnance? Est-ce que vous pourriez un petit peu... Quoi sert une arme d'ordonnance est complètement divergent du cahier des charges qui est proposé dans la plupart des armées occidentales, et j'insiste sur le terme d'occidental. Une arme de poing d'ordonnance, c'est une marque de prestige, une marque de statut, celle d'un officier et d'un sous-officier. C'est un outil disciplinaire. On se rappelle des charges de la Première Guerre mondiale ou de l'arme des commissaires politiques sous l'Union soviétique. Ils n'avaient pas des kalachnikovs ou des mitraillettes. C'est également, et dans une moindre mesure, une arme de self-défense. C'est très clair, on est dans des conditions extrêmement dégradées par rapport à n'importe quel fusil, n'importe quelle arme longue. Et dans une moindre mesure encore, et dans des contextes très très particuliers, typiquement ceux de conflits asymétriques, ça peut être l'arme pour éviter de tomber prisonnier de gens qui vont vous malmener façon cage plus lance-flamme. Si on compile un peu toutes ces concepts, on se rend compte que, et Dominique Vénère l'avait très très bien décrit lorsqu'il parlait de la seconde arme, l'arme de poing dans un contexte militaire, c'est essentiellement un exhausteur de morale. Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. C'est le truc où on se dit, bon, ok, je suis peut-être baisé, mais j'ai au moins ça sur moi. C'est un peu le dernier recours, mais c'est aussi le dernier espoir. Et il y a cette notion de se dire, bah, tout n'est pas perdu parce que j'ai encore mon 6,35 sur moi. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats de la Wehrmacht étaient équipés essentiellement des fusils à verrou, des Mauser, respectivement de mitraillettes, mais la plupart avaient également une seconde arme, généralement confisquée auprès des populations des pays envahis, ou des dissidents locaux, typiquement des petits 6,35, des petits 7,65, et le but c'était de distribuer ces armes pas très prestigieuses ni très efficaces avec un paquet de 25 cartouches et vogue la galère. Le but n'était pas effectivement d'en faire des forces spéciales. Je pense que très très peu de ces armes ont eu une utilité réelle, mais elles avaient un avantage concret par rapport au P08 ou au P38, c'est qu'elles ne coûtaient rien, ou quasiment rien. Et monsieur Abidjan, on a bien compris que lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient des armes de prise sur la population conquise et qu'ils la distribuaient à ses troupes. Mais dans un contexte d'armes vraiment d'ordonnance, il y a des pistolets qui finalement ont ces mêmes caractéristiques. Je pense notamment au Makarov PM. Est-ce que vous avez un autre exemple qu'on trouve dans une autre armée Les soviétiques ont souvent une logique ou une philosophie qui est un peu hétérodoxe par rapport aux armées occidentales. On le voit avec l'emploi massif de la Kalachnikov ou effectivement l'utilisation du Makarov. Le Makarov, c'est un pistolet qui est très intéressant parce qu'il va à contre-courant de toutes les armes des armées occidentales. C'est une arme de puissance moyenne, c'est une arme qui est un peu moins puissante qu'un 9 mm Parabellum ou d'un 45 ACP. C'est une arme à relativement faible capacité, donc à contrario des Wonder 9 des années 70, c'est un peu anachronique, j'entends. Mais il y avait déjà le GP35, c'est une arme qui est en double action, simple action, donc elle a quand même une certaine forme de modernité, mais pour le reste, on oublie l'arrêtoire de magasin de type européen, donc ce qu'on trouvait sur les PPK, sur le P08, sur le Colt 1911, pour le retour à un arrêteur de magasin qui est biaisé
sur la rétention. Et là, c'est l'exemple, le rétex, si on veut, le retour d'expérience de la Seconde Guerre mondiale sur les pertes de magasins avec les Tokarev, ce genre d'outils. L'avantage d'un arrêteur de magasin de type Browning, c'est que le magasin reste dans l'arme. Finalement, ce qu'on demande à une arme d'ordonnance, c'est que lorsqu'on veut l'utiliser, elle soit capable de tirer. D'où l'intérêt de la double action, d'où l'intérêt du magasin biaisé rétention plutôt qu'éjection. Alors ce sont des solutions qui sont du point de vue américain, du point de vue occidental de manière générale, qui sont considérées comme obsolètes aujourd'hui, mais qui ont pourtant tout leur sens. Si on va par là, et là, je vous donnerai la parole parce que je sais que c'est un de vos dadas. L'arme qui fait le pont entre cette logique soviétique et la logique occidentale, c'est le P75, le Six Hour P220, qui a des caractéristiques qui sont extrêmement modernes, mais en même temps certaines autres qui sont aujourd'hui considérées comme complètement obsolètes pour une arme de combat. Et je pense que vous serez capable de démontrer maintenant à quel point ce sens commun, cette vision orthodoxe des choses n'est pas forcément la bonne. Concernant le P75, le P75 est effectivement un pistolet de la seconde moitié du XXe siècle, qui est grand par rapport aux critères qu'on avait établis. Hein. On est quand même sur une arme de grande dimension. Par contre, au moment de sa sortie, il a des caractéristiques qui sont résolument modernes à plusieurs niveaux. Le premier, c'est la sécurité du percuteur, hein, qui sur beaucoup d'armes n'est pas présente, donc potentiel accident en cas de choc. Une très large fenêtre d'éjection qui, à mon sens, est en termes de capacité technique pure, un grand virage, un grand virage en termes de solutions techniques, puisqu'avant cela, on avait des fenêtres d'éjection qui étaient à peine plus grandes que la cartouche qui a été censée éjecter lors de la retrait des cartouches. Des visées larges, hein, donc respectivement un guidon et une hausse qui sont de taille beaucoup plus grande. C'est en quelque sorte reconnaître la distance d'utilisation réelle de l'arme de poing. La distance d'utilisation réelle de l'arme de poing, avec le Parabellum, on était sur du tir en standard à 50 mètres, qui a été réduit par la suite à 25 mètres. Et en réalité, d'après les enseignements compilés soit auprès des forces de l'ordre, soit auprès des forces armées, basiquement, il y a une reconnaissance de l'intérêt d'une visée large pour les engagements à plus courte distance, au détriment des engagements à plus longue distance, de l'ordre de la centaine de mètres, voire au-delà. Concernant la double action, elle permet de travailler avec une cartouche chambrée qui, à l'heure actuelle, est le standard au sein des administrations, mais également dans le cas du port d'armes citoyen dans les pays qui l'autorisent. Par contre, il y a des solutions techniques qui sont peu désirables de nos jours, donc la rétention de magasin au profit de l'éjection du magasin. Le gros problème, c'est que certes, le changement de magasin s'effectue beaucoup plus rapidement, mais on peut avoir une perte de magasin si par exemple on appuie malencontreusement sur le bouton de déverrouillage ou si le magasin est mal encliqueté. S'il est mal inséré, on peut se retrouver avec des pertes de magasin qui nous ramènent l'arme au rang de pistolet monocoup. Malgré l'aspect un peu vieillot de ce P75, eh ben, on peut dire que pour l'utilisation du soldat moyen dans une utilisation comme arme secondaire, finalement, ça reste encore une très très bonne arme, encore de nos jours. Maintenant, c'est vrai qu'il est passé de mode au détriment des Wondernheim, leurs descendants, avec une mise à jour complète au niveau des matériaux. Je pense à la carcasse polymère,
tout ce qui est opti-crédit, hein. Donc la capacité de doter son arme d'un point rouge, qui, je le rappelle, si on veut travailler avec des organes de visée à optronique de qualité, vous met pratiquement le prix de l'arme en composants optroniques. Hein, donc avec un surcoût quand même assez conséquent. Mais effectivement, c'est là l'évolution qu'on constate, alors que dans la réalité, les armes de poing ne sont pas des substituts efficaces au fusil. Il n'aime pas les cocos, Rico. Et d'ailleurs, en parlant de substituts, monsieur Sinaloa, vous avez une expérience avec des AR-15. Comment traite-t-on les dérangements sur un AR-15 dans un intervalle de temps réaliste? C'est justement là où la question du substitut se pose. Pour avoir eu des dérangements sévères sur des plateformes AR-15, le choix le plus judicieux dans ce cas de figure, c'est de faire une transition et de prendre à ce moment-là le pistolet qui va permettre de se sortir de cette situation délicate. Un dérangement complexe sur une AR-15, pour l'avoir vécu, peut se finir au multitool. Et ne parlons pas d'autres systèmes complexes. Je pense notamment au FN2000 qui est quant à lui équipé d'une trappe où en cas de pépin, il faut vraiment faire cette transition et sortir l'art de poing. Pour aborder rapidement le FN2000. Le FN2000 est un fusil d'assaut belge en configuration bullpup de 5,56 qui, dans la recherche de l'ambidextrie parfaite, avait une éjection au travers d'un tunnel. Donc les douilles allaient dans un tunnel. Le gros problème, c'est que ça rajoute énormément de complexité à l'arme. Concernant la composante de substitut, c'est vrai, maintenant, c'est un substitut efficace uniquement si on est tout seul. Parce que lorsqu'on travaille au sein d'un groupe ou d'une section d'infanterie, eh ben, on est rarement seul. Et lors de feu et mouvement, eh ben, en équipe de 4, si on a un problème majeur sur son arme, il y a toujours 3 armes en état de tir. Donc se pose la question de la pertinence de l'arme de poing comme substitut au sein d'un groupe de combat. Concernant cet aspect-ci, hein, on se retrouve avec 2 armes. Monsieur Rangoon, il me semble que vous aviez évoqué en off l'expérience d'un tireur Dragunov en Afghanistan, ainsi que toutes les difficultés et ensuite les choix qui ont été pris. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ce point, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bon, c'était le nom du gars, en l'occurrence, je l'ai pas vérifié, mais je crois qu'il s'appelle Marco Vorobiev, quelque chose comme ça, et c'est quelqu'un qui a émigré aux États-Unis dans les 20 dernières années. Et la particularité, c'est que bon, il donnait pas mal d'interviews sur son expérience. Il a quand même l'âge de quelqu'un qui a vu le combat avec l'armée soviétique en Afghanistan. Et comme vous l'avez mentionné, il était tireur au fusil de précision SVD. Et donc, quelqu'un lui avait posé cette question, est-ce que d'abord le Makarov était courant? Est-ce que c'était une arme disponible? Est-ce que les hommes qui allaient en patrouille le prenaient avec eux? Et ce Marco en question avait répondu finalement, bon, c'est une arme généralement portée par des officiers comme arme de statut d'abord. Et puis généralement les hommes qui partaient en patrouille, même s'ils avaient la possibilité, si tant est qu'ils aient eu la possibilité auprès de l'armurier d'en toucher un, généralement préféraient porter en fait un chargeur ou deux de 5,45. Je pense ici que les gens réalisent en fait que dans un terrain qui est où les distances peuvent être grandes, où se déplacer se fait sous le feu, c'est plus judicieux d'avoir peut-être 60 coups supplémentaires de 5,45. Évidemment qu'il y a une mitrailleuse aussi pour ça, mais
Ça n'empêche pas que la fonction d'un Makarov est extrêmement limitée. Et puis en dernier, il mentionnait aussi le fait qu'il avait touché un Stechkin APS, donc c'est un pistolet qui, de loin, a l'apparence d'un Makarov, mais en plus long, avec un sélecteur en rafale. C'est vraiment une arme qui hérite dans son ADN du Schnellfeuer allemand, du C96 qui tire en rafale avec une crosse, etc. Et donc, comme il avait un fusil semi-automatique à 10 coups équipé d'une optique, il disait bon, bah, parfois j'ai porté ce pistolet rafaleur avec moi. Et ça faisait fureur en fait auprès de ses camarades. Tout le monde voulait se prendre en photo avec. C'était voilà l'arme cool avec laquelle il fallait prendre un cliché pour envoyer à sa famille ou encore beaucoup mieux à sa petite amie de retour en Russie. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre finalement que le pistolet c'est, je crois qu'on l'a mentionné précédemment, mais ça reste quelque chose de très surfait finalement. On peut vraiment se poser la question quelle est l'importance d'avoir une arme de la taille d'un Glock 17 ou d'un P320. Monsieur Rangoon, la composante de hype autour de l'APS existe toujours aujourd'hui, hein. Si on peut mettre la main sur un APS, même si on n'est pas propriétaire, et ben, il y a toujours une grande hype sur ce genre d'arme. Je suis d'accord, vous êtes même au-delà de la KSU à ce stade-là. Absolument, absolument. Donc effectivement, concernant, l'arme de poing, disons qu'il faut, à mon sens, la remettre dans son contexte. Lorsqu'il s'agit d'équiper une armée, il y a des composantes de coût et l'évolution qu'on voit apparaître, c'est, de plus en plus de systèmes, de grande capacité certes, mais qui, sont faits pour être utilisés avec des optroniques. Et ça, par rapport à la plus-value que ça apporte au sein des troupes régulières, je ne parle pas bien sûr des forces spéciales ou, des unités spécialisées, bah, finalement ça augmente de manière très, très importante les coûts. Se pose alors la question: quel est l'intérêt, réel d'équiper l'intégralité de la troupe avec, ce genre de système d'armes? Et ça, c'est la question que je laisse, ouverte. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Moi, je dirais, si je peux me permettre, à ce niveau-là, je pense que l'intérêt, en fait, c'est de donner un contrat. C'est d'avoir une répercussion, sociétale ou économique. C'est, d'encourager, simplement la vente pour le cas des États-Unis, ça fait faire des rentrées fiscales. Je pense que c'est ça l'intérêt. Il y a un intérêt aussi, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est en second plan. Quand on prend par exemple le cas du remplacement du Beretta 92 par, le 320. Bien sûr, il y a un coût d'acquisition, mais je pense que derrière ils ont dû se dire qu'il y avait aussi, des économies, à réaliser du point de vue de la logistique. Au final les choses s'équilibrent, mais il y a toujours beaucoup d'autres intérêts que juste, simplement se demander est-ce que le soldat a besoin de ça? Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence. Et en podcast sous vos applications de baladodiffusion préférées. Я провожу тебя до лифта и обниму. Я твоей матери не нравлюсь, по-моему. Je reviens un peu en arrière, si vous me le permettez. Je m'étais amusé à faire une comparaison il y a un moment. Un Glock 42 équipé de 2 magasins pleins et un silencieux BT, je ne me rappelle plus le modèle, mais le petit modèle qui est conçu pour le Glock 42, pèse moins lourd qu'un Glock 19 vide. Ça, c'est pour remettre en perspective les choix qui semblent évidents. Alors, c'est peut-être moins durable, hein, ça c'est encore notre problème. Peut-être c'est une munition qui est moins performante, c'est peut-être pas une munition qui est d'ordonnance, donc c'est compliqué, etc., etc. Mais néanmoins, du point de vue du type qui va devoir se trimballer son matos, il en a
un tout petit peu. Aujourd'hui, le fantassin, on est en train d'envisager de donner des exosquelettes aux fantassins pour leur permettre de simplement monter dans leur camion. Ces notions de masse ne sont pas, et d'encombrement ne sont pas négligeables, surtout comparé à l'intérêt pratique, donc essentiellement un exhausteur de morale pour le soldat en question. Notre point de vue, nous qui ne sommes pas ou plus fantassins, c'est l'influence qu'ont les choix des armées sur ce qu'on a dans les stands, ce qu'on a dans les quais des box. Concrètement, bon, en Suisse, c'est un peu particulier parce que l'histoire, la tradition du tir est fortement ancrée sur le militaire, sur la chose militaire. Les stands de tir fédéraux sont avant tout des stands militaires. Donc c'est encore un cas un peu particulier, c'est normal, je dirais, d'y trouver des FAS 90 et des P220 et des P210 ou des FAS 57, enfin des armes d'ordonnance, pour plein de raisons qui n'ont pas forcément à voir avec l'efficacité réelle ou supposée de ces armes. Mais par contre, les armes militaires civilisées, comme la R15 ou le Glock, ou maintenant un tout petit peu le P320, dans une moindre mesure à une époque, mais le soufflet c'est assez dégonflé, le SP2022 ou le Beretta 92, sont retrouvés dans les mains des tireurs civils, pas à cause des qualités intrinsèques de ces armes, qui peuvent en avoir, ce n'est pas la question, mais c'est parce que c'est l'arme de l'US Marines, c'est l'arme du GIGN, c'est l'arme de je ne sais quelle unité. Et donc il y a quand même cet impact non négligeable sur dont on a déjà parlé en début d'épisode. Et c'est, à mon avis, ce qui nous intéresse le plus, c'est que, en soi, si on choisit une arme parce que elle nous plaît, parce qu'elle est efficace, et qu'en plus, elle est censée avoir fait ses preuves sur le terrain, c'est magnifique, mais il y a quand même cet aspect d'influence esthétique, presque émotionnelle, du choix d'une arme, parce que c'est l'arme de tel régiment, l'arme de telle unité, l'arme de telle armée d'une nation prestigieuse. Et là, à mon avis, du point de vue du citoyen, c'est les limites du raisonnement. Si le choix correspond à un cahier des charges, j'ai pas spécialement de problème avec ça. De toute façon, de manière générale, j'ai pas de problème avec ça. Faut être très clair, c'est la responsabilité de chacun de choisir l'arme qui est adaptée à ses besoins, à ses envies. Mais c'est, à mon avis, un aspect qu'il faudrait gommer dans le cadre du choix d'une arme, particulièrement d'une arme de poing. Là où il y a des conséquences non négligeables dans le choix d'une arme non adaptée à ses besoins et à sa morphologie. Merci, monsieur Abidjan. Donc, encore une fois, pour résumer, il faut avoir le courage de prendre le temps pour la sélection d'une arme, prendre en considération ce qui est utilisé comme arme d'ordonnance, mais se garder la liberté de pouvoir avoir un choix alternatif, parce que justement, Si je on me n'est pas permets au sein de rebondir sur ce que vous d'une venez de Europe. dire, quand on y réfléchit, on pourrait aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que le fantassin pourrait s'inspirer du choix du citoyen lambda, celui qui est porteur d'armes, par exemple aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe. Euh, Typiquement, une arme subcompacte, une arme légère, une arme facile à porter, mais également relativement facile à tirer. Je pense par exemple au SIG P365, je pense au Keltec P32, je pense, enfin, ce genre d'armes qui sont relativement peu exigeantes, relativement, hein, j'entends bien, et qui sont surtout très compactes, très légères, et qui, à mon avis, correspondraient plus aux besoins actuels du fantassin que les choix qui lui sont proposés par son administration. Et je trouve ça intéressant de retourner la problématique du cahier des charges, c'est mais regardez ce que portent les gens aux États-Unis, regardez ce que portent les gens en Pologne, en Tchéquie, dans certains cas en Suisse, même si c'est encore une fois un cas assez particulier, parce qu'au final, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin. Alors je sais pas quelle serait la bonne arme de poing pour l'armée française ou l'armée suisse, l'armée française ayant choisi un Glock 17, l'armée suisse a priori se dirigeant vers un Glock ou un Glock 17. Je crois que parmi les meilleures armes de poing d'ordonnance, on trouve le Makarov, on trouve qui est relativement gros pour son calibre, mais qui reste une arme relativement compacte. On a les excellents MAS 1935 et SACM 1935, qui sont des armes extrêmement fines, extrêmement élégantes, relativement compactes, et qui tirent un calibre relativement peu efficace, mais qui est largement suffisant pour ses besoins. On a
le revolver anglais, le Webley, je sais jamais le numéro, je crois que c'est un numéro 6, hein, si je dis pas de bêtises, qui tire le 38 Smith & Wesson. Un choix qui a été fait justement parce que ça tapait moins que le 38 spécial. Et donc ça donnait une arme qui était beaucoup plus efficace pour le fantassin lambda, pour lequel on avait peu de temps à consacrer et peu de moyens à consacrer pour l'entraînement à l'arme de poing, qui demande, mine de rien, c'est un entraînement qui est assez particulier, qui demande pas mal d'énergie, de temps et de moyens. On a une arme qui est un peu oubliée aujourd'hui, c'est le CZ38, qui est un assez gros pistolet qui tire du 9 mm court en double action seulement. On peut se poser la question de savoir si un Makarov modernisé, peut-être avec une poignée en composite, enfin en polymère, donc à moindre coût, tiré soit du 9 court, soit du 9 mm Makarov, toujours en double action, avec ce système de rétention de magasin un peu old school, ce serait pas un choix rationnel pour une armée d'aujourd'hui. Mais bon, ça, on part sur des notions qui sont peut-être un peu glissantes et qui finalement sont relativement peu intéressantes parce que de toute façon, ce ne seront pas les choix qui seront faits par les administrations pour plein de raisons, toutes plus mauvaises les unes que les autres. Est-ce que vous avez une conclusion, monsieur Rangoon? Au niveau des choix qui sont faits par ces administrations, comme vous le mentionnez, en fait, c'est vraiment le reflet du monde de 2023 dans lequel on vit. Et par là, j'entends aussi le monde corporate, le monde des entreprises. C'est le choix qui est alourdi par la notion de compliance. On vit en 2023 dans un monde de compliance où toute procédure d'acquisition est extrêmement lourde, extrêmement documentée. Elle est supposée transparente. Je pense que par exemple un fusil d'assaut comme le G36, qui s'est vu recevoir un procès public colossal, aujourd'hui n'a plus aucune carrière d'export. Parce qu'en fait, dans un monde de compliance, personne ne prendra le risque de dépenser des centaines de millions pour en acheter un lot, sachant qu'il y a eu un tollé, pour ne pas dire un scandale, après justifié ou pas, c'est pas la question, mais il y a eu un scandale à son sujet, et le choix de l'acquisition des Glock, par exemple, c'est extrêmement symptomatique de ça. Vous avez mentionné tout à l'heure cette idée que si l'arme elle est éprouvée par l'expérience et par le feu, c'est un plus. Mais en fait, c'est surtout, c'est beaucoup plus que plus. C'est-à-dire que pour l'office qui fait l'acquisition de ce matériel, c'est un choix qui en fait est indiscutable. Il y a pas de possibilité finalement de remettre en cause, puisque vous pouvez dire, bah non, on va regarder nos voisins tout autour de notre pays et même sur le continent suivant utilisent avec satisfaction. Il y a suffisamment de rapports qui existent pour que vous soyez couverts en utilisant de l'argent public. Donc moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que tant de ce côté-là, mais aussi par mimétisme dans les mains des tireurs citoyens, dans les stands, les tireurs civils, qui est en fait, on va vraiment vers un monde extrêmement uniformisé, c'est-à-dire celui du Glock et de la R15. Voilà, ça me paraît extrêmement net. Et puis, puisque vous m'avez demandé une conclusion, si je peux aussi citer pas un adage, mais c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand vous parliez du fait que les gens s'inspirent les uns des autres. Il y a cette citation en 5 points qui dit, en gros, le citoyen veut ressembler au fantassin. Le fantassin, quant à lui, il souhaite s'inspirer du membre des forces spéciales. Le type des forces spéciales, il admire le service action des services secrets de son pays. Quant au SA, il prend inspiration sur les résistants, mais qui lui-même est en fait le reflet du citoyen lambda. Voilà. Merci Monsieur Rangoon pour cette conclusion. Merci à tous les trois d'avoir bien voulu participer à cette conversation sur un sujet qui m'intéresse particulièrement. Merci à nos auditeurs d'avoir tenu jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de faire connaître ce podcast à vos amis, à vos ennemis également. Et je vous souhaite à tous une bonne partie de journée qui vous concerne. Radio Berthoud, 102.6 FM.
Couricourt, le furet du bois des... je sais plus quoi, du bois du... Mr Rangoon interprète les plus grands tubes de la chanson folklorique française dans son nouvel album, Vacances à la ferme, disponible dès le 26 mai chez tous les bons disquaires.